Et j'aime bien l'expliquer généralement par cet outil-là, cet outil que je vais vous présenter. Je vais vous parler des 3 stratégies pour financer n'importe quel projet. Et je vais vous donner la philosophie tout de suite. Comme avec une palette de peintre, on a 3 couleurs primaires. Je vais vous les détailler après. Chercher du financement, pour moi, c'est comme essayer de faire un tableau avec 3 couleurs primaires. On a 3 couleurs et du coup, une infinité de possibilités entre les deux. Parce qu'on peut faire du bon, là c'est pas du jaune, mais là il y a le jaune, là il y a le magenta, et là il y a le cyan. Pour ceux qui connaissent un peu leur notion d'art plastique du collège. Avec le jaune et le magenta, on peut faire du... Je vais recommencer. Avec le jaune et le magenta, on peut faire quelle couleur? Du orange, merci. Avec le magenta et le cyan, on peut faire quelle couleur? Violet. Et le jaune et le cyan, on fait du vert. Et même entre toutes ces couleurs, on peut faire une infinité de variations. Donc pour moi, la recherche de financement, c'est ça. C'est créer un chemin, un tableau, une œuvre, donc qui va prendre du temps. Et on va pouvoir prendre différentes couleurs par touche, ici et là, et puis venir compléter. Et quand on regarde au final ce que ça fait, quand on prend du recul, on voit la cohérence, pas toujours quand on a le nez dedans, mais une fois qu'on arrive à destination et qu'on prend du recul, on voit la cohérence de tout ça. Ce qui fait que le projet a pu se financer. Alors je vais détailler les couleurs. Mais avant ça, je voudrais quand même vous donner une définition de ce que c'est qu'une stratégie de financement. Une stratégie de financement, si je fais les choses très simples, si je résume les choses très simplement, c'est le chemin à 3 à 5 ans qu'emprunte un projet pour équilibrer ses recettes et ses charges pour atteindre l'équilibre. C'est la définition de base d'une stratégie de financement. C'est la version finance. Mais là où il y a des choses intéressantes, c'est que ce chemin, comme je vous le disais, ça peut ressembler à un tableau. Parce que sur ce chemin-là, on va définir au début, on va regarder quels sont les besoins sur les 3 à 5 prochaines années. Si tant est qu'on ait la vision qui porte jusqu'à cet endroit. Ça, c'est toujours un sujet. Le but, c'est on regarde les besoins, donc on fixe un objectif, et à partir de cet objectif, on va regarder le plan, le schéma, à quoi va ressembler le tableau. Et on va regarder quels sont les plans A, les plans B, les plans C, des fois les plans D. C'est ça qui est très rigolo, c'est parce qu'en fait, on peut avoir plusieurs plans, plusieurs solutions de côté. Et on va s'amuser, sur le chemin, à peindre quelque chose de cohérent avec le projet et surtout avec son évolution. Parce qu'une grande erreur que font la plupart des entrepreneurs, c'est de se dire qu'ils vont décider d'atteindre un objectif. Alors c'est important de visualiser un objectif, c'est important de définir un point B quand on se lance dans une démarche. On part du point A pour aller au point B. Mais ce que j'ai vraiment envie de vous livrer aujourd'hui, c'est le fait que ce n'est pas le plan qui est important. C'est comment tu le mets en œuvre au jour le jour. Parce que dans une stratégie de financement, comme dans la création d'un projet, comme dans son développement, c'est jamais linéaire. T'as beau prévoir tous les plans que tu veux, ça ne se passera jamais comme prévu. Parole d'entrepreneuse. Est-ce qu'il y en a qui ont remarqué que quand on fait des plans, ça ne se passe jamais comme prévu? Alors, bien sûr, on peut mettre toutes les chances de son côté pour réussir à atteindre ses objectifs, pour essayer de mettre en place des choses pour que les choses se concrétisent, mais il y a quand même, dans l'équation, surtout dans la gestion de projet aujourd'hui, énormément d'imprévus et énormément de choses sur lesquelles finalement on n'a pas la main. Donc, la notion de stratégie de financement, c'est ça. Tu fais ton plan, tu anticipes, tu vois quelle couleur tu vas utiliser,
Et puis, en fait, au fur et à mesure du chemin, tu vas activer différentes couleurs, différentes options. Parce que le but, c'est pas de te dire que à court terme, tu n'as pas les moyens, puisque les actions que tu mets en place maintenant vont peut-être avoir des actions à court terme, mais peut-être qu'elles auront des effets dans 5 ans. Donc pour se projeter dans la construction et la création d'une stratégie de financement, c'est comme ça qu'on réfléchit. Maintenant, je vais vous raconter ce qu'il y a dans ces fameuses 3 couleurs. Donc on est d'accord hein, que le but du jeu de la peinture, c'est faire entrer l'argent dans le projet. Donc ça, si c'était un jeu, ce serait ça l'objectif du jeu. Donc on a le jaune. Le jaune, c'est la couleur préférée des entrepreneurs, c'est l'autofinancement. Est-ce qu'il y en a qui maîtrisent l'autofinancement ici? Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'autofinancement? Est-ce qu'il y en a qui se financent par autofinancement? Yes. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est que l'autofinancement? Je la fais très courte, très simple, parce que j'aime bien être dans des concepts simples. L'autofinancement, tu as un projet rentable que tu réussis à développer par la vente, par le chiffre d'affaires commercial, et petit à petit, c'est comme ça que se construit la rentabilité de ton projet. Tu génères des surplus, et au fur et à mesure, tu te génères tes propres ressources pour financer tes projets. Donc ça, la stratégie associée à l'autofinancement, c'est ce qu'on appelle un levier de financement. Donc la stratégie qui est liée à ça, c'est ce qu'on appelle le bootstrapping. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot. Le bootstrapping, c'est un mot américain dans le texte, qui veut tout simplement dire « j'attrape les lacets de mes bottes, et j'avance comme ça ». Il y a énormément d'entreprises très célèbres qui se sont développées comme ça. Après, c'est un choix. C'est vraiment un choix. Il faut que ce soit un choix conscient, bien sûr, mais c'est une stratégie qui a un gros avantage, c'est que tu bâtis ton projet avec ses fonds propres, uniquement du financement interne et de la croissance interne, et tu mises avant tout sur la rentabilité commerciale, les ressources personnelles, parce que tu peux en avoir aussi, et puis beaucoup de créativité et de la discipline financière. Parce que le vrai sujet dans dans cette stratégie de financement, c'est de faire en sorte que le cash ne sorte pas trop vite. Ce qu'on ne va pas retrouver avec d'autres stratégies de financement. Mais celle-ci, c'est la stratégie la plus répandue, je dirais. Deuxième levier de financement, deuxième stratégie, c'est ce qu'on appelle le financement dilutif. Alors là, je vais vous embarquer dans les notions. Vous allez voir, c'est super simple. Le dilutif, la stratégie associée, donc le financement dilutif, c'est tout simplement, alors ça fonctionne surtout avec les entreprises marchandes, donc qui ont un capital social. Ça peut fonctionner avec certaines coopératives, ça dépend des statuts. Okay. Et donc le but, en fait, tout simplement, c'est je dissous le capital de l'entreprise pour faire entrer de l'argent frais, pas qui vient de nouveaux actionnaires, qui vient de nouveaux associés. Littéralement, la raison pour laquelle on appelle ça financement dilutif, c'est parce que on dissout d'une part le pouvoir des fondateurs et des associés, et on dissout le capital pour le faire croître. Et la stratégie associée à ça, en fait, elle est très connue, hein, c'est la levée de fonds. Est-ce qu'il y en a déjà ici qui ont fait des levées de fonds? C'est pas souvent utilisé dans certains modèles d'affaires, notamment les modèles d'affaires des entreprises individuelles, par exemple, parce que, par définition, on est son propre patron. Mais par contre, c'est très utilisé dans les projets où il y a un fort besoin d'investissement au départ. Donc, je vous la fais courte, par exemple. On est une entreprise technologique ultra innovante qui a besoin d'ouvrir une usine super, méga en pointe technologiquement parlant. Et bien, plutôt que de faire appel à l'endettement
parce que pour l'instant, la preuve de financement, enfin la preuve de rentabilité n'est toujours pas là, eh bien, on fait appel à des investisseurs et des nouveaux associés. On fait rentrer de l'argent frais. Donc ça, c'est le principe de la levée de fonds. C'est de faire rentrer de l'argent frais externe en très grande quantité pour atteindre, le but, pour essayer de développer sa solution pendant les 2-3 premières années. Généralement, au bout de 3 ans, on arrive à savoir si un projet sera économiquement viable ou pas, et sans rentabilité de départ. C'est tout l'intérêt. C'est pour ça que dans les milieux technologiques et industriels, c'est très utilisé, parce qu'en fait, du coup, il n'y a pas besoin de prouver la rentabilité, puisque l'idée, le concept, bien sûr, sont absolument géniaux. Voilà. Alors ça, c'est un financement que j'ai pu utiliser avec certains clients, notamment. C'est tout à fait accessible à d'autres types de projets. Par contre, il faut être bien équipé et il faut être bien accompagné. Parce que c'est pas si simple que ça. Et ensuite, il y a les fameux financements non dilutifs. C'est quoi le non dilutif? Très concrètement, c'est l'endettement. Voilà, je vais à la banque, je fais un prêt. J'ai besoin d'acheter, je sais pas, je suis une entreprise informatique, j'ai besoin de lancer mon activité, j'ai un besoin concret d'investissement qui est de lancer d'acheter des ordinateurs, je sais pas. Bon, bah, plutôt que de faire une levée de fonds pour ça, je vais aller demander un prêt à mon banquier. Et le but, c'est que je puisse le rembourser, a priori, parce que mon activité est rentable. Donc il y a l'emprunt bancaire, il y a les subventions publiques aussi. Les aides publiques, c'est une très très grande partie du financement des entreprises aujourd'hui, les aides publiques. Et c'est pas toujours sous la forme qu'on pense, c'est pas toujours sous la forme d'argent qui rentre dans les caisses de l'entreprise, c'est très souvent sous forme d'allègement de charges ou d'exonération d'impôts ou de choses comme ça. Ça reste de l'argent qui ne sort pas des caisses de l'entreprise. Pas qui rentre forcément, mais qui ne sort pas des caisses de l'entreprise. Et puis pour les projets à impact, donc plutôt dans le secteur associatif, et plutôt pour d'autres types de projets peut-être un peu plus modestes ou en démarrage, on a tout ce qui est financement participatif, par exemple. Donc je ne sais pas si vous avez déjà soutenu des projets par crowdfunding, et ben voilà, ça c'est du financement dit non dilutif. En gros, on ne dissout pas la gouvernance du projet, mais on associe d'autres personnes au développement du projet sans pour autant qu'ils aient un droit de vote ou qu'ils soient partie prenante, ou qu'ils soient décisionnaires au sein du projet. Et puis enfin, dans le monde associatif, il y a forcément la philanthropie, les dons, le mécénat. Donc là, qui ne sont pas des choses marchandes, mais par contre, qui ne vont pas non plus venir dissoudre le capital du projet, parce qu'a priori il n'y en a pas dans une association, mais surtout qui ne va pas diluer le pouvoir et changer le mode de gouvernance. Donc ça, la stratégie associée, je dirais que c'est le financement externe. Je ne vais pas trop trouver de mots plus sexy pour en parler. Le financement externe, vous avez très bien compris, c'est financer la croissance et les investissements, donc parfois ponctuellement, mais aussi parfois sur le long terme, en préservant le capital, la qualité d'intérêt général du projet aussi, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi quand on est une association, notamment avec la partie des revenus commerciaux, c'est pour ça que l'autofinancement peut parfois être limité pour les associations. Et sans changer la gouvernance du projet. Le financement externe, il a cet avantage-là. Donc, je vous ai un peu brossé les avantages et inconvénients de chaque type, mais en vrai, il y en a surtout. Il n'y a pas de financement idéal. Et c'est pour ça que moi, quand je crée une stratégie de financement, j'aime pas penser qu'il y a une seule stratégie, parce que rien n'empêche, même si on fonctionne avec l'autofinancement, de temps en temps de faire un petit emprunt, pour une petite difficulté de trésorerie de temps en temps, ou même pour faire un investissement supplémentaire. Et en même temps, c'est pas parce qu'on a commencé par faire une levée de fonds qu'on ne pourra pas ensuite avoir atteint la rentabilité économique et qu'on ne pourra pas fonctionner ensuite par autofinancement, rien que par le chiffre d'affaires. Moi, ce que je trouve intéressant, et là où c'est un terrain de créativité extraordinaire, c'est que quel est le bon chemin en vrai pour ton projet à toi? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est trouver quel est le bon chemin. Qu'est-ce qui fonctionne avec toi, déjà, porteuse du projet? Qu'est-ce qui fonctionne avec ton projet, sa typologie? Qu'est-ce qui fonctionne par rapport aux contraintes légales aussi? Et à partir de ce moment-là, comment on peut s'éclater à faire entrer l'argent dans son projet? Voilà. Finalement, créer sa stratégie de financement, c'est prendre sa toile, créer un tableau unique, mais c'est surtout
toi-même vivre un chemin de transformation. Parce que ne crois pas que quand tu vas lancer ton projet au moment T, 5 ans plus tard, tu auras évolué. C'est un vrai processus. Parce que accepter, surtout par exemple, mettons, tu es une chaîne d'entreprise qui fonctionne qu'à l'autofinancement. Parce que c'est ton truc et que ça te permet aussi de rester indépendante, de rester la patronne. Si tu acceptes de faire entrer d'autres associés dans ton capital, pas forcément pour une méga levée de fonds, pas forcément pour des millions d'euros, mais juste, mettons, pour quelques centaines de milliers d'euros. Pour, je sais pas, faire un développement international ou changer d'échelle. Voilà, tu peux y avoir plein de projets. Faire entrer des gens dans son projet, c'est pas rien comme démarche, surtout quand on est la fondatrice. Ça implique d'ouvrir son projet aux autres et donc du coup, sur un plan plus spirituel, énergétique, d'ouvrir son cœur aussi. Et d'accepter du coup qu'il y a certaines choses qui vont bouger et que même si on peut garder la main, il y a des choses sur lesquelles il faudra accepter de lâcher. Et même si on ne devra pas rendre des comptes indéfiniment, on aura quand même des responsabilités à prendre vis-à-vis des autres. Donc, ça implique un changement de posture. Ça implique un changement de positionnement par rapport à ton projet, par rapport à qui tu es pour ton projet. Donc ça, c'est l'exemple d'une entreprise marchande, mais par exemple, si ton projet, c'est une association, à but non lucratif, tu fonctionnes beaucoup avec du non-dilutif. Et tu es très encadré sur la partie développement commercial. Donc, pour le rappel, les associations elles ne peuvent pas générer plus d'un tiers, je crois, de leurs ressources avec les revenus commerciaux. Et surtout, elles ne peuvent pas proposer quelque chose qui soit en concurrence avec le secteur privé. Ceci étant dit, je vous le dis parce que je l'ai déjà fait avec des clients, il y a mille et une manières de contourner ce truc-là. Pas de le contourner de manière illégale, juste de contourner de manière un peu créative pour quand même générer des ressources propres pour l'association. Parce que les ressources propres, c'est l'indépendance. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop technique. C'est un sujet dont je pourrais parler pendant des heures, mais est-ce que ça vous parle déjà, cette notion du fait qu'on peut être très créatif? Est-ce que vous l'aviez déjà vu comme ça? Ouais. Oui, parce que même dans sa vie personnelle, en fait, on fonctionne avec ces trois stratégies. Exactement. Exactement. On n'est pas sur les mêmes enjeux parce que c'est soit... Oui. Voilà. Et puis, c'est peut-être pas les mêmes montants aussi. Mais oui, bien sûr. Donc, il y a un truc que je vais vous révéler un peu sur mes clientes, c'est que, en réalité, ça, elles le savent déjà. Elles ne le savent pas comme ça, mais généralement, elles savent déjà comment elles vont financer leur projet. Mon job à moi, c'est pas de venir leur dire, alors bien sûr, potentiellement, je peux les conseiller, je peux leur suggérer des choses, mais en réalité, elles savent déjà comment elles vont financer leur projet. Ce qui est toujours compliqué, c'est de vivre le chemin, justement. Parce que quand je le dis, c'est une transformation. Et ce qui peut parfois se jouer, c'est ce fameux sentiment de légitimité, ce sentiment de confiance, ce sentiment de pouvoir se projeter dans l'avenir. Et tout ça, ça demande quand même d'être soutenu, d'être accompagné, parce que c'est pas anodin. C'est une vraie transformation pour son projet. Parce que faire entrer l'argent dans son projet pour faire entrer l'argent, c'est jamais le but finalement. Le but, c'est quoi l'impact que tu veux obtenir derrière? Et surtout, c'est quoi l'impact que ton projet demande à avoir? Parce que parfois, c'est pas toi qui décides, c'est ton projet qui a appris à grandir. Et là où c'est une vraie décision, c'est est-ce que je me mets en travers du chemin de mon projet ou est-ce que j'accompagne ce projet? Est-ce que j'accompagne sa croissance? Voilà. J'espère que du coup, ce petit outil, vous l'avez bien noté. J'espère que vous avez quand même appris des choses, que ça vous permet de vous projeter dans différentes... Ah, et j'ai oublié. Il y a une quatrième couleur. Au lieu de 3 stratégies, je vous en donne 4. Il y a le noir, la non-couleur, en fait, en réalité. Le noir ou le blanc. Et ce canal-là, alors, moi,
je n'oblige jamais personne à l'utiliser, celui-là. Mais c'est ce qu'on appelle la love money. Est-ce que vous connaissez la love money? Est-ce que ça vous parle? Alors, la love money, c'est pas obligatoire quand on crée une stratégie de financement, d'autant plus que l'on part pas tous du même point de départ par rapport à ça, justement. Par contre, d'expérience, c'est toujours une dimension, c'est toujours une couleur qui rajoute du contraste dans votre stratégie. Parce qu'en fait, ça permet aussi, mine de rien, d'impliquer votre entourage dans votre réussite. Et ça peut se faire sur plein de modalités différentes. Il y a plein de bonnes pratiques à avoir par rapport à ça. Mais voilà, il y a cette quatrième couleur, ou non-couleur, qui existe et qui peut vous permettre de débloquer les choses à certains moments. Pour expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. La love money, c'est littéralement l'argent de l'amour, l'argent qui te vient de l'amour de tes proches. C'est poétique, hein? Comment? Ça peut booster. Ça peut tout à fait booster. Et alors, je vais même vous révéler un truc. Les chiffres n'existent pas au niveau des impôts et de Bercy. Mais je pose un truc là, devant vous, devant témoins. Je parie qu'en France, 100% des projets se financent comme ça. Parce que quand on regarde la typologie des entrepreneurs qui sont à la tête des licornes aujourd'hui, ils viennent tous de milieux aisés dont les familles ont pu les aider à un moment donné. Ça, il faut en avoir conscience. Alors, c'est un peu horrible. On n'est pas aux États-Unis, malheureusement. Aux États-Unis, ils ont une vision différente, mais en France, en Europe particulièrement, c'est comme ça qu'au démarrage, beaucoup de projets se lancent. Et même certaines communautés, par exemple, si je prends. Et même certaines communautés, par exemple, si je prends la communauté juive, la communauté, par exemple, également asiatique, ils ouvrent beaucoup de commerces, beaucoup d'entreprises, en utilisant non pas l'argent des banques, mais l'argent de leur entourage, justement, et ils s'entraident comme ça. Tout à fait. Tout à fait. Dans certaines diasporas, comme on les appelle, il y a des tontines. Je ne sais pas si vous connaissez le principe. Hein. Il y a des tontines, c'est littéralement, c'est comme un mini-système de financement intérieur, un peu non officiel, mais effectivement, il y a beaucoup de commerces qui se lancent comme ça. Tout à fait. Donc voilà, la love money, c'est un truc intéressant. C'est vraiment très propre à chacun. Après, ça dépend aussi beaucoup des relations qu'on a avec ses proches, de son lien avec l'argent aussi, voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Mais moi, je trouve que quand on a à dispo, c'est pas inintéressant de s'en servir. Parce que ça permet aussi de faire des retours de sa réussite et de son projet. Voilà. Et après, on va dire les choses très concrètement. Une entrepreneuse qui se lance et qui a la chance d'avoir un conjoint qui gagne suffisamment bien sa vie pour qu'elle n'ait pas besoin dans les premiers temps de ramener un salaire à la maison, et bien ça, c'est de la love money. Ça tombe pas forcément sur son compte en banque, mais c'est de la love money. Voilà. Comment ça va? Bien. Good. Yes. Je vous ai mis plein de choses dans la tête. Normalement, ça va. Je sais pas ce qui fait sourire depuis tout à l'heure. C'est le thé, non? Ok. J'espère que vous avez pris plein de notes. Parce que, encore une fois, ça, je l'ai mis nulle part sur les internets et c'est vraiment du contenu que je ne donne qu'en atelier et qu'en formation. Donc, voilà. J'espère que vous avez pris plein de notes.